l'anglais une promesse inachevée. Je pense ici enfoncer une porte ouverte. Cependant, après 8 ans d'expérience dans le sujet, j'ai développé une certaine expérience dans le domaine de l'apprentissage de l'anglais en France, qui pourrait valoir la peine d'être communiqué. L'anglais est ma langue maternelle. Je l'ai apprise en premier. Des années plus tard, je suis arrivé en France. J'ai très vite constaté que dans le système scolaire français, les ressources mises à disposition pour l'apprentissage, notamment de l'anglais, comme beaucoup d'autres sujets d'ailleurs, n'étaient pas adéquates. Ayant continué la pratique de ma langue anglaise, tout en habitant en France, j'ai constaté une forte différence entre mes pratiques et celles de mes camarades de classe. En effet, je lisais autant en anglais qu'en français, et les livres que je lisais étaient d'un niveau similaire. Je consommais des médias en anglais, films, musique, jeux vidéo, même avant l'arrivée de l'Internet. En primaire, les cours d'anglais étaient si anecdotiques et dissous que j'ai l'impression qu'ils importaient peu. Au collège, les problèmes se sont révélés de façon cinglante. Celui que j'ai tout de suite remarqué est celui du volume. Les matériaux utilisés, extraits audio ou vidéo, sont souvent très pauvres et d'une quantité insignifiante. Des versants importants de l'anglais ne sont pas abordés. Celui qui me tient le plus à cœur et qui est probablement le plus important est la phonétique de la langue. Chose qui est facile à apprendre en tant qu'enfant, qui n'est jamais traitée de façon exhaustive. Après avoir fini, la vaste majorité de mes camarades de classe n'avaient même pas un niveau comparable à celui que j'avais au début de parcours. L'on arrive à une situation intéressante. Comment, en allant plus lentement et en faisant des choses moins bien, les élèves peuvent-ils en rattraper d'autres? Après avoir passé mon bac avec des membres de ma famille, nous avons fait un tour de l'Europe. Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Pologne et République tchèque. Lors de ce voyage, quand il s'agit d'utiliser une langue, c'est l'anglais. Aux Pays-Bas et en Allemagne, l'intégralité des gens que nous avons rencontrés disposent d'une compétence en anglais qui ridiculise le niveau de la vaste majorité des Français. Même leur prononciation, qui en France est déplorable, est certes pas authentique, mais potable, apprise de façon synthétique, mais toutefois compréhensible et reflétant une compétence que l'on ne peut pas dénier. Ces interlocuteurs ont appris, chose qui n'est jamais faite en France. Je m'insurge. Pourquoi cela n'est-il pas fait? En France, la plupart des élèves disposent de 750 heures de cours, de la 6e au baccalauréat. Des exercices de prononciation existent par centaines sur Internet, dans les manuels français. Il suffit d'une dizaine d'heures pour s'acclimater à quasiment tous les phonèmes, en gros les sons de l'anglais. Quelqu'un en 6e peut les apprendre et ceci peut avoir un impact énorme sur sa prononciation. Un travail de quelques heures qui n'est jamais fait. L'on ne peut que se demander pourquoi une chose aussi importante ne fait pas partie du curriculum des premières années d'apprentissage. Quelques années plus tard, j'ai commencé à proposer des formations en anglais. Ces dernières s'orientaient surtout vers la compréhension de la langue sans travailler l'expression. C'était des simples listes de lecture progressive de plus en plus dures. Le résultat de cette approche est incroyablement riche et prometteur. En effet, lire des livres de façon à les comprendre permet d'acquérir un seuil de compréhension très haut comparé au système scolaire français. Le niveau de compréhension que je considérais acceptable se trouve à peu près 20 heures de lecture rigoureuse. Mais l'usage d'une langue requiert plus de compétences que la simple compréhension de cette dernière. La vocalisation ainsi que le choix autant syntaxique que de vocabulaire sont des tenants de la langue à maîtriser. En outre, il faut connaître du vocabulaire, maîtriser son usage, ainsi que sa structure et ses sons. La lecture compréhensive ne suffit pas. La prononciation des sons est à connaître de façon systématique et systémique, ainsi que la syntaxe de la langue pratique. La syntaxe pratique de la langue est apprise de deux façons. L'une systématique, de par la grammaire usuelle et le grammaticalement correct de la langue, qui sont en d'autres termes les règles du jeu. L'autre façon est empirique, par accrétion, en rencontrant de nouvelles structures dans les médias, l'écrit ou l'oral, de les comprendre et de s'en souvenir. Ce processus double n'est pas suffisant. Il doit être couplé à un usage expressif de la part de l'apprenant, où ce dernier doit utiliser sa conception et sa capacité d'expression jusqu'à ses limites, recevant un retour correctif sur sa pratique, afin de pouvoir enclencher dans sa propre approche une approche algorithmique rétro-correctif, de voir sa façon de faire comme un ensemble de choix, qui sont souvent petits et subtils, qui résultent d'une grande variation de ses résultats, de l'efficacité, la pertinence
et le coût de l'action mise en place. La compréhension est pour ainsi dire le seul processus qui peut être réalisé de façon réactive. On écoute ou lit par exemple. En d'autres termes, la réaction est bilatérale entre soi et le support, écrit ou oral, contrairement à toute forme d'expression qui se traduit par une initiative immédiate et directe de la part de l'interlocuteur. Ces processus doivent être fluides. La capacité à comprendre et à s'exprimer est récurrente. C'est un jeu de qualité et de quantité. Il ne s'agit pas de remplir des trous dans un texte, mais d'écrire un texte en entier. Pas de lire une phrase, mais de faire un discours. Pas de connaître quelques mots de vocabulaire simple, mais une arsenal de vocabulaire avec plein de subtilités, de nuances, tout en étant précis et pertinent. Il est impossible de parler si l'on ne connaît pas les mots, et de façon bilatérale, il est impossible d'apprendre les mots dans un environnement compliqué et rapide comme l'oral au début. Dans tout apprentissage de compétences dans les langues étrangères, je perçois une question de masse critique. C'est une question de connaître la combinaison son, écriture, vocabulaire pour comprendre et pouvoir s'exprimer sans ambiguïté ou bug. Il en va de soi pour toute expression. Il s'agit d'exprimer un équivalent de ce que l'on exprimerait dans la langue maîtrisée préalablement, sans faire de compromis à la paresse ou l'ignorance dans la mesure du possible. Dans le contexte français, l'absence de contenu est affligeant. L'essentiel de mes élèves n'ont pas lu de livre et n'ont pas écrit une page de toute leur scolarité en langue anglaise. La conjugaison, chose simple qui peut être expliquée en à peine quelques heures, ne l'est jamais, ou quand c'est fait, c'est d'une façon disjointe, parfois d'une année sur l'autre, sans une vision globale, permettant aux premières connaissances d'être oubliées et aux suivantes d'arriver sans que les précédentes ne soient correctement acquises, devenant déconnectées et incohérentes immédiatement. Ainsi, un travail qui peut être mis en place et réalisé en quelques heures, permettant de s'exprimer, ne l'est jamais vraiment. L'apprenant se doit de comprendre et de choisir les verbes et les auxiliaires au hasard. Ce pattern est reproduisible à bien d'autres aspects de l'anglais. Des morceaux clés laissés à l'apprenant, laissés au hasard des années et des enseignants. Après 8 ans d'enseignement, je dirais que tout ce qui n'est pas traité ou en autonomie par l'apprenant lui-même ou l'entourage de ce dernier ne devrait pas être considéré comme traité. Le problème est plus grave que dans d'autres matières, comme l'histoire-géographie, où la simple lecture de manuels est suffisante pour en tirer profit. En outre, certaines matières disposent de ressources pédagogiques provenant du monde scolaire qui permettent leur apprentissage. Ce n'est pas le cas de l'anglais. L'acquisition d'une langue demande une grande digestion de supports médiatiques qui ne sont pas présents dans le manuel fourni pour l'année. Ceci doit être mis en lien avec la pratique de la langue, qui permet l'acquisition complète et persistante de la langue. Autant les supports que la pratique réalisée et présente en cours sont si insuffisants que les apprenants peu autonomes ne progressent que très peu et de façon superficielle. Progresser ainsi pendant des années est très décourageant et a un effet refroidissant. Bien des étudiants, des années plus tard, reprennent leur apprentissage de l'anglais avec d'autres supports tels que Netflix ou des séries et en très peu de temps et quasiment sans aucun travail réussissent à améliorer grandement leur niveau. Beaucoup d'élèves en difficulté en anglais sont dans des positions comme ça. Tu as faux parce que tu ne sais pas ce que tu fais, parce que personne ne te l'a correctement expliqué, parce que c'est pas au programme de faire le travail. En anglais, le travail rigoureux et exhaustif qui permet la réussite n'est pas au programme. Le résultat général décroît subtilement, mais les écarts entre ceux qui se contentent de cultiver l'échec scolaire et ceux à qui sont fournies des ressources extérieures qui construisent un apprentissage de qualité grandit. J'en suis à me demander pourquoi même entreprendre l'apprentissage de l'anglais de cette façon pseudo-scolaire, où l'on détient les pires tares autant du scolaire que du non scolaire.